Les applications de transport urbain privé sont apparues avec la promesse de révolutionner le marché du déplacement des personnes, offrant souvent des options plus pratiques et économiques que les transports publics conventionnels. Elles aident des millions de personnes dans le monde entier et gagnent de plus en plus de place au fil du temps. En plus du confort et de la rapidité, ces applications jouent un rôle fondamental en matière de facilité, puisque tout se règle au creux de la main. Mais malheureusement, des criminels profitent aussi de ces systèmes. Beaucoup de personnes ont déjà été volées, blessées et même ont perdu la vie face à de faux chauffeurs. Et cela nous ramène au cas tragique que je vais vous présenter aujourd'hui. Où Samantha Josephson, une jeune femme de seulement 21 ans, a perdu la vie en montant dans une fausse voiture de chauffeur d'application. Cette affaire sert d'avertissement sur la façon dont une petite distraction peut avoir des conséquences fatales. Et cela sert également d'avertissement pour nous tous sur l'importance des mesures de sécurité lorsque nous utilisons ce type de service. Samantha Lee Josephson est née le 13 août 1997 dans le New Jersey, aux États-Unis. Ses parents s'appellent Mercy et Seymour Josephson, et elle avait une sœur aînée, appelée Sydney. Samantha s'est imposée comme une personne vraiment remarquable, aussi bien pour sa famille que pour ses amis. Dès son plus jeune âge, elle a été décrite comme une fille douce, gentille et très studieuse. Elle aimait découvrir et obtenait toujours de bonnes notes. Et cela s'est reflété plus tard par une excellente admission à une université en 2015. À seulement 17 ans, elle a terminé ses études secondaires et a décidé de suivre des études de sciences politiques à l'Université de Caroline du Sud, à Columbia. C'est dans cette université qu'en 2017, le destin a fini par présenter Samantha à Greg Corbishley, un jeune étudiant en marketing très charismatique pour lequel elle a rapidement développé des sentiments. Et par la suite, ils ont commencé à sortir ensemble. Cependant, après avoir obtenu son diplôme avant elle, Greg a fini par accepter une offre d'emploi dans une autre ville à plus de 2 heures de route. Et même si cela a un peu fragilisé leur relation, ils ont décidé d'essayer de maintenir une relation à distance en 2017-2019. Il ne restait que quelques mois avant que Samantha n'obtienne son diplôme en sciences politiques, mais elle planifiait déjà une nouvelle aventure académique, montrant de l'intérêt pour des études de droit, afin qu'en combinant les deux diplômes, elle puisse travailler dans le droit international. Et c'est à ce moment-là que tous ses efforts, en tant qu'étudiante, aussi bien pendant son adolescence qu'à l'université, lui ont apporté un excellent avantage. Son dossier académique. Non seulement il a validé son admission dans la nouvelle filière, mais elle a également obtenu une bourse complète pour suivre le cursus sans aucun coût supplémentaire. Samantha a même partagé avec sa famille que c'était l'une des meilleures nouvelles qu'elle ait jamais reçues dans toute sa vie. Mais malheureusement, elle était loin de se douter qu'elle ne serait même pas présente le premier jour de cours, le 28 mars, un jeudi. À seulement 6 semaines de l'obtention de son diplôme de sa première université, à 21 ans et avec certains de ses camarades de classe, elle a décidé de sortir pour célébrer l'approche de la fin du cursus. Le lieu choisi était le bar The Bird Dog, dans un quartier appelé Five Points. Elle s'est restée quelques heures dans ce bar, mais au début de la nuit, vers 2 heures du matin, déjà le 29, elle a décidé de partir. Comme ses amis sont restés là-bas, elle a appelé un Uber et est allée attendre la voiture devant l'établissement. Pendant que Samantha attendait la voiture dehors, elle parlait avec son petit ami au téléphone. Tous les deux avaient l'habitude, dans des situations comme celle-ci, de s'envoyer leur localisation afin de se suivre mutuellement jusqu'à l'arrivée à destination. Et c'est exactement ce que Samantha a fait dès que la voiture est arrivée. Cependant, quelques minutes plus tard, Greg s'est rendu compte que la localisation de son téléphone indiquait une direction opposée à celle de sa maison. Au début, il a trouvé cela étrange, mais il a pensé que le chauffeur faisait peut-être un détour lointain. Pourtant, cette voiture ne revenait pas. Il a envoyé des messages à sa petite amie, mais il n'a reçu aucune réponse.
Il a essayé d'appeler et elle ne répondait pas. Quelques minutes plus tard, le partage de localisation s'est arrêté et le téléphone s'est retrouvé éteint. C'était encore un peu avant 2h30 du matin, et il a immédiatement essayé d'appeler certains des amis qu'il connaissait et qui étaient avec elle cette nuit-là. Les tentatives ont été vaines, car au milieu de la foule et de tout ce bruit, les appels étaient imperceptibles. Ce n'est que des heures plus tard que l'un d'eux, en sortant du club, a vu les appels et a rappelé Greg. En l'apprenant, cette personne aussi s'est inquiétée. Mais il a fini par le rassurer en suggérant que Samantha était peut-être déjà rentrée chez elle, que son téléphone avait pu se décharger. Ou, dans le pire des cas, elle a malheureusement oublié l'appareil dans la voiture du chauffeur et il l'a volé. Mais que le lendemain matin, il se rendrait compte que tout allait bien. Convaincu donc par ces possibilités, Grégoire a fini par aller se coucher. En se réveillant, il a de nouveau essayé de contacter sa petite amie. Mais encore une fois, les messages sont restés sans réponse et les appels n'aboutissaient pas, comme si le téléphone était toujours éteint. Déjà très inquiet, il appelle ses parents dans le New Jersey et leur explique tout ce qui se passait. Seymour et Mercy passent toute la matinée à essayer de contacter leur fille. Mais rien. Alors, sans hésiter, peu avant l'heure du déjeuner, ils se sont rendus tous les deux au commissariat pour signaler la disparition. Les premières recherches ont été un peu difficiles, car ses parents étaient nés dans le New Jersey. Après avoir signalé la disparition, ils ont pris une voiture et sont partis en direction de la Caroline du Sud, pour un voyage qui durerait au moins 4 heures. Le petit ami était aussi dans une autre ville, donc, au début, pendant que la police de Caroline du Sud n'avait pas encore reçu le signalement pour commencer les recherches, ce sont les propres amis de Samantha qui, avec leurs propres moyens et leur détermination, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de trouver des indices à son sujet. Certains de ses amis sont allés jusqu'au bar The Bird Dog pour demander les images des caméras de surveillance, et c'est grâce à ces images qu'ils ont vues. Lorsque Samantha et Zé est monté dans l'Uber avec une copie des fichiers en main, ils se sont rendus dans un commissariat local. Au cours de cet après-midi-là, la police de Caroline du Sud a appelé 2 fois le père de Samantha pour lui demander s'il arrivait bientôt et quelle était l'heure estimée de son arrivée. Seymour a tout de suite compris que cela n'annonçait rien de bon. Pourquoi la police doit-elle savoir son heure d'arrivée ? Malheureusement, il avait raison. Peu de temps après que la police du New Jersey ait reçu le signalement de la disparition, et avant même de commencer les recherches, 2 chasseurs avaient appelé le commissariat pour signaler qu'ils avaient trouvé le corps d'une femme au milieu d'une zone boisée, enveloppée dans un drap et portant des marques brutales d'homicide. Bien que le corps ait été retrouvé à environ 100 km du bar, il y avait trop d'éléments qui coïncidaient pour que ce soit une simple coïncidence. Et même si la police avait une photo de Samantha, ils n'ont pas pu identifier le corps, car elle était complètement méconnaissable. C'était la raison des appels de la police à Seymour. Ils avaient besoin de lui sur place pour identifier le corps et ne voulaient pas annoncer cette nouvelle par téléphone. Et oui, cette femme était Samantha. Les examens de l'autopsie ont révélé qu'elle avait environ 120 blessures sur tout le corps, qui avaient probablement été causées par l'utilisation d'un petit couteau. Il y avait aussi un soupçon qu'elle n'avait pas subi d'abus intimes. Même ainsi, des échantillons ont été prélevés pour une éventuelle identification de l'ADN et envoyés à l'expertise. Ce crime extrêmement violent a bouleversé non seulement la famille et les amis, mais aussi toute la population de la région. Il appartenait maintenant à la police d'identifier la voiture, le suspect, et de comprendre comment et pourquoi tout cela s'est produit. Les analyses ont commencé à partir des images des caméras du bar à l'extérieur. Pendant qu'elle attendait son Uber, Samantha parlait avec son petit ami au téléphone. À un certain moment, elle voit une voiture arriver, mais en s'approchant, pensant que c'était la sienne, le conducteur sort et elle retourne à l'endroit pour attendre la bonne voiture. La voiture qui devait venir la chercher était une Dodge noire, mais la voiture dans laquelle elle était montée était une Chevrolet Impala de la même couleur. On a remarqué que cette Impala tournait déjà autour du pâté de maison depuis longtemps.
Elle tournait en rond à plusieurs reprises depuis plus de 15 minutes avec une attitude très suspecte. Sur une image, on remarque qu'il passe du côté opposé à celui où se trouvait Samantha, puis il fait immédiatement demi-tour. Et dès qu'il s'approche, il s'arrête déjà près d'elle, ce qui fait qu'elle pense rapidement que c'était sa voiture. À partir de ce moment-là, le véhicule s'en va et Samantha n'a plus jamais été vue vivante. Les vitres teintées de la voiture ont rendu impossible l'identification du conducteur. Ce que la police remarque, c'est que le modèle de la voiture possède des verrous de sécurité pour enfants sur les portes arrière. Donc, même s'il n'est pas possible de voir ce qui s'est passé à l'intérieur, on pense qu'aussitôt que Samantha est entrée, elle a été enfermée. Un autre problème qu'ils avaient était en Caroline du Sud. Les véhicules de tourisme ne sont pas obligés d'afficher une plaque à l'avant, seulement à l'arrière. Autrement dit, même si la voiture s'est arrêtée très près de la caméra du bar, il n'y avait pas de plaque pour qu'elle puisse être identifiée. En analysant des affaires personnelles de Samantha, comme son compte Uber et des informations bancaires, d'autres indices ont été découverts. Il a été constaté qu'elle avait fait une erreur en commandant la course. Le point de rendez-vous devait être à droite du bar, mais en sortant, elle a tourné à gauche. Lorsque le véritable chauffeur est arrivé à l'endroit correct, il n'y avait personne. Il a envoyé des messages à Samantha, mais elle ne répondait pas. Il a attendu environ 5 minutes et, comme personne n'était venu, il a annulé la course et est parti. Ce chauffeur a été écarté comme suspect, principalement grâce aux informations de sa propre application, qui ont prouvé qu'il était sur une autre course avec un autre client, au moment précis où Samantha était en train d'être enlevée. Les relevés bancaires ont indiqué que différents comptes de Samantha ont eu plus de 10 tentatives de retrait avec ses cartes de débit. Au cours de la nuit du 29, 2 fois à un distributeur automatique situé non loin du lieu de l'enlèvement et 9 fois à un autre distributeur à environ 45 minutes du premier. Toutes les tentatives ont échoué, car les codes étaient incorrects et les cartes ont été bloquées. Sur les images des distributeurs automatiques, on peut voir le suspect entièrement couvert, de la tête aux pieds, portant même des gants, dans une tentative évidente de ne pas être identifié. Avec l'annonce de la voiture du suspect, qui se répand dans la ville, une employée de la chaîne de restauration rapide Wendy's a appelé la police pour donner une information qui pourrait, d'une certaine manière, être utile. Elle a dit que, le matin du 29, une voiture du même modèle avait passé une commande. Et, au moment de la livraison du repas, elle a remarqué que la banquette arrière était complètement recouverte d'un drap. Le drap couvrait tout, de l'appui-tête jusqu'au rembourrage des jambes. Aux premières heures du 30 vers 2h30 du matin, le policier de service de nuit qui patrouillait dans les rues de la ville a vu une voiture du même modèle que celle du suspect. Il a alors tenté sa chance en demandant au conducteur de s'arrêter pour un contrôle. En s'approchant de la voiture, l'officier remarque que le conducteur est accompagné d'une femme et que la voiture dégage une forte odeur de marijuana. Le policier demande le permis de conduire et le suspect répond qu'il n'a pas le document sur lui. Il a demandé s'il y avait de la drogue dans la voiture à cause de l'odeur et il a répondu qu'il n'y avait rien, qu'il avait fumé chez lui avant de sortir. L'officier lui demande de descendre pour pouvoir le fouiller et, lorsqu'il lui demande de s'appuyer contre la voiture, le conducteur s'enfuit tout simplement en courant. La poursuite a duré environ 2 pâtés de maison, mais le suspect en était beaucoup plus rapide que l'officier. Peu à peu, lorsqu'il se rend compte que le suspect s'éloigne de plus en plus, il appelle des renforts dans la zone et demande de l'aide pour l'interpeller. Avec le soutien demandé, il décide de retourner à la voiture pour faire une inspection et parler à la jeune fille qui se trouvait sur le siège passager. La jeune fille s'appelait Maria Howard. C'était la petite amie du conducteur qui a pu rapidement l'identifier comme Nathaniel. En analysant la voiture, la police a réussi à trouver le porte-clés de Samantha, qui était quelque chose de particulier, car elle transportait avec ses clés une clé USB, ainsi que son propre iPhone qui, d'ailleurs, était déverrouillé et réinitialisé. Et il savait que l'appareil lui appartenait, car la couleur de la coque était rose bébé, exactement comme tous ses amis l'avaient redécrit.
Sur la banquette arrière, il y avait plusieurs taches de sang, ce qui a immédiatement fait de la voiture la scène du crime. Au même moment, une autre équipe de policiers parvient à capturer le suspect. Lui, Nathaniel, n'a répondu à aucune des premières questions, encore moins à celle concernant son nom. Il est resté simplement allongé par terre, ignorant tout le monde, jusqu'à ce que, manifestement contre sa volonté, il soit conduit au commissariat. Nathaniel David Rowland avait 24 ans, il a grandi dans une région appelée New Zeon, au sud de Columbia. À l'école, il était un élève ordinaire, sans s'impliquer dans des problèmes et se distinguant comme l'un des meilleurs joueurs de basket de l'équipe. À l'âge adulte, les choses ont pris une direction différente. Nathaniel accumulait de nombreuses amendes de circulation pour excès de vitesse, stationnement interdit, non-port de la ceinture de sécurité, et il a même été arrêté une fois pour avoir bu en conduisant. Mais ces infractions routières étaient les moindres de son casier judiciaire. À la fin de 2018, l'année précédant cette arrestation, il a été accusé de possession de marchandises électroniques volées, comme des téléphones portables, des iPads et une console de jeux vidéo. Il a été reconnu coupable de vente illégale d'objets volés, mais il n'a pas pu être identifié par la propriétaire des biens comme étant l'auteur du vol. Le 19 octobre, 2 hommes ont enlevé une femme alors qu'elle s'était arrêtée seule à un feu de signalisation. Ils sont montés dans la voiture et l'ont forcée à conduire jusqu'à un distributeur automatique où ils ont retiré tout ce qu'ils ont pu de son compte. Ensuite, de toujours sous la menace, ils l'ont obligée à les emmener chez elle où ils ont volé plusieurs appareils électroniques, dont une PlayStation 4. Quelques heures plus tard, Nathaniel est apparu dans un magasin d'électronique pour essayer de vendre tout le matériel et il a été capturé grâce au GPS sur l'un des appareils. Nathaniel a dit qu'il avait trouvé tous les objets dans une boîte abandonnée et qu'il n'avait rien à voir avec le vol. Et comme les suspects étaient complètement cagoulés, la victime n'a pas pu l'identifier. Pour cette raison, il n'a été inculpé qu'en raison de la possession illégale et de la vente des objets volés au commissariat. Lorsqu'il a été confronté aux preuves contre lui, il a nié qu'il se trouvait dans cette zone la nuit de son enlèvement. Il a dit que quelqu'un avait dû prendre sa voiture, commettre l'enlèvement et l'assassinat. Il a dit qu'il était à une fête, mais il n'a pas pu prouver cette justification, car il n'a pas donné le nom de l'endroit ni avec qui il était. Il a également nié s'être trouvé dans la zone où son corps a été retrouvé. Mais selon les informations de la police, par coïncidence, ses parents vivent dans cette région. Cette région, rappelons-le, se trouve à 100 km de l'endroit où elle a disparu. C'était vraiment beaucoup de coïncidences. Maria Howard, sa petite amie qui se trouvait dans la voiture au moment de l'arrestation, a également fait une déposition qui a été très importante pour l'enquête. Elle a dit que, le matin du 29, il est passé chez elle pour qu'il sorte Canton comme convenu, mais il lui a demandé de conduire. Pendant qu'elle conduisait, Nathaniel, assis sur le siège passager à côté, portait des gants et nettoyait tout le tableau de bord, en enlevant les taches et la saleté à l'aide d'un chiffon et de produits de nettoyage. Elle a trouvé cela inhabituel, mais le moment le plus étrange a été lorsqu'il a pris un couteau suisse qui était taché de sang et a commencé à le nettoyer. Détail, la banquette arrière était recouverte d'un drap. Dans l'après-midi, lorsqu'ils sont revenus chez Maria, Nathaniel a retiré la saleté de la voiture, quelques sacs poubelles qui étaient dans le coffre, et il a tout jeté dans la poubelle de chez elle. Elle savait qu'il y avait quelque chose de louche, mais n'a pas appelé la police. Pour 2 raisons. Premièrement, elle n'a pas pu, car à partir de ce moment-là, il ne l'a plus quittée d'une semelle et deuxièmement, à chaque minute qui passait, elle avait de plus en plus peur de lui. Dans les sacs poubelles, la police a réussi à retrouver le couteau suisse, encore taché de sang. Après sa déposition et son aide à la collecte de preuves chez elle, Maria a été libérée. Après plusieurs analyses sur la voiture de Nathaniel, les experts ont pu confirmer que le sang trouvé sur la banquette était le même que celui du couteau suisse, et que tous deux appartenaient avant bien à Samantha. De plus, sur l'une des vitres arrière, une empreinte de pas a été identifiée et l'on pensait également qu'elle appartenait à Samantha. Comme Samantha ne portait pas de basket cette nuit-là, elle portait des sandales.
Dans un moment de lutte, l'objet aurait facilement pu se détacher du pied, le laissant libre pour qu'une empreinte soit laissée sur la vitre. Eh bien, la police avait plusieurs indices qui pouvaient incriminer Nathaniel, mais il n'y avait aucune preuve qu'il en était de responsable. Aucune caméra de sécurité, que ce soit celles qui ont filmé sa voiture ou celles qui ont filmé le suspect essayant de faire des retraits au distributeur automatique, ne montrant le visage ni aucune autre partie du corps du responsable. Et en plus, les examens de la nécropsie, lorsqu'ils sont sortis, ont confirmé que Samantha n'avait pas subi d'abus sexuels. Autrement dit, aucun ADN de l'agresseur n'a été retrouvé en elle. D'ailleurs, aucune trace de son ADN n'a été retrouvée sur aucune partie du corps, comme sous les ongles par exemple. Lui, de son côté, n'avait aucune coupure, aucune blessure, ce qui serait pourtant très probable pour quelqu'un qui aurait, soi-disant, attaqué une autre personne, avec plus de 120 coups de couteau. Nathaniel a continué de nier toute implication dans l'enlèvement et le meurtre, mais malgré cela, il est resté en détention jusqu'à la date du procès. Et le procureur avait une mission presque impossible pour essayer de prouver sa culpabilité devant le tribunal. Le procès a commencé en juillet 2021 et Nathaniel a plaidé non coupable. Le témoignage de Maria a été l'un des plus importants. Elle a déclaré qu'elle le voyait depuis environ 1 mois avant l'incident. Elle a expliqué qu'elle travaillait au McDonald's et qu'un jour auparavant, le 28, elle avait oublié la visière de son travail sur la banquette arrière de sa voiture. Le 29, lorsqu'ils se sont rencontrés, elle a demandé où était la pièce et Nathaniel a dit qu'il l'avait jetée parce qu'elle était tachée de sang. Quand elle a demandé pourquoi elle était tachée de sang, il a répondu « ce n'est pas tes affaires ». Maria a aussi confirmé que la photo du couteau suisse montrée au tribunal était bien celle du couteau qu'elle l'avait vu nettoyer dans la voiture. Et elle a réaffirmé qu'après tous les soupçons qu'elle avait à son sujet, elle n'a pas prévenu la police par peur pour sa vie et celle de sa fille. Un autre témoin que la police a amené était Asher Williams, un vendeur d'appareils électroniques qui a déclaré au tribunal que le 29, Nathaniel s'était présenté avec un téléphone portable à débloquer. Les images des caméras de sécurité du magasin montrent effectivement Nathaniel entrant dans l'établissement et parlant avec Asher. Dans ces images, Nathaniel avait une carrure très similaire à celle du suspect des distributeurs automatiques. Il convient de souligner que, selon la défense, Nathaniel a trouvé ce téléphone portable dans la voiture et a simplement décidé de le vendre au lieu de chercher le propriétaire. Une excuse très similaire à celle qu'il a donnée lorsqu'il a été surpris, en 2018, en train de vendre du matériel électronique provenant d'un vol qu'il a dit ne pas avoir commis. La défense avait plusieurs arguments en faveur de Nathaniel, car tout était mené sur la base de suppositions et non de preuves. Et pour renforcer cela, la défense a interrogé l'agente du commissariat qui a pris des photos de lui le jour de son arrestation, prouvant qu'il n'avait aucune marque de griffure ou d'échymose. Pour quelqu'un qui aurait soi-disant participé à un crime aussi brutal, si Nathaniel était vraiment le coupable, tout indiquait qu'il s'agissait d'un crime d'opportunité. Il serait passé par là, aurait vu Samantha en situation de vulnérabilité, se serait approché et, sans aucun effort, aurait réussi à la faire monter dans son véhicule. La motivation n'est pas claire, mais il semble qu'il voulait simplement ôter la vie à quelqu'un. Cependant, si ce n'était pas lui, qui cela pouvait-il être ? Le jury n'a mis que 67 minutes pour parvenir à un verdict. Nathaniel a été reconnu coupable. Le juge, en lisant la sentence, a dit que ce n'était pas une tâche difficile, parce que l'accusé était une personne sans cœur, que c'était l'une des affaires les plus cruelles qu'il ait jamais jugées et qu'accorder de la clémence ne faisait pas partie de son ADN. Ainsi, Nathaniel a été condamné à la prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 29 ans. L'affaire de Samantha a soulevé d'importantes questions sur la sécurité lors de l'utilisation des applications de transport. Et, à partir de là, sa famille a créé une fondation appelée What's My Name, qui, en plus de fournir un soutien financier aux étudiants défavorisés, a pour objectif principal de partager des pratiques de sécurité pour les utilisateurs de ce type d'application.
Samantha est montée dans cette voiture en pensant que c'était celle qu'elle avait commandée. Mais si elle avait, au moins avant d'entrer, demandé « Bonjour, bonsoir, quel est mon nom, s'il vous plaît ?» elle aurait peut-être pu éviter de prendre ce trajet mortel. Personne ici ne blâme la victime, ce n'est pas de sa faute si elle était morte. Mais de bonnes pratiques comme celle-ci apportent plus de sécurité à tous les utilisateurs. Le cas de Samantha Josephson. Aujourd'hui, il sert d'avertissement sur la façon dont une petite distraction peut avoir des conséquences fatales. Et il sert d'alerte pour nous tous sur l'importance des mesures de sécurité lorsque nous utilisons ce type d'application. La Fondation essaie également, avec l'État, de rendre obligatoire l'utilisation de la plaque d'immatriculation avant sur les voitures particulières. Dans le cas de Samantha, la voiture a pu être retrouvée rapidement dans les rues de la ville, par chance grâce à une coïncidence du destin. Mais et si ce n'était pas le cas, toute la conclusion de cette histoire aurait-elle pu ne jamais arriver ?